Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour notre séance d'échange, notre forum d'échange, ça se discute. Victor Bokor, bonsoir. Bonsoir Xavier. Ravi de vous retrouver. Et le plaisir est partagé également. En espérant vous retrouver un peu plus souvent. Je rappelle que vous êtes expert électoral, analyste politique également. Nicolas Soupétin, lui est enseignant de philosophie et journaliste, et Innocent Godenon, journaliste sportif et enseignant également. C'est le journaliste sportif attitré aux écureuils, non, au guépard sur la Cotonou. Le préciser. Bon, comme c'est pas le lieu c'est pas le sujet sur notre table ce soir, on en discutera après. Nous allons parler de cette annonce qui tend à se matérialiser. Les 8 écoles de métiers et 30 lycées techniques en passe d'être érigés. On parle déjà de financement serait bouclé pour 7 écoles de métiers. Pour les lycées techniques aussi, également le projet est bien avancé. Alors, Victor, pourquoi je vais commencer par vous. Des structures, comment vous appréciez c'est vrai qu'on en a déjà parlé, aller vers une certaine professionnalisation, créer des écoles de métiers, préparer les apprenants à l'emploi ou l'auto-emploi. Comment vous appréciez ce virage, on va dire, à 90 degrés de ce gouvernement? Non, est-ce qu'il faut parler de virage à 90 degrés? Je dis qu'il faut plutôt parler d'une certaine cohérence dans le programme d'action du gouvernement. Écoutez, il a été annoncé cette volonté de diversification des filières, cette volonté-là de permettre justement au Bénin d'aller un peu plus vers les écoles techniques, vers la formation professionnelle. Une fois que la volonté elle existe, il fallait la matérialiser. Et il y a eu plusieurs actes qui témoignent de cette volonté-là d'aller vers cet état de choses. Écoutez, il y a eu la réforme au niveau de l'enseignement, au niveau des différents ordres d'enseignement, et les réformes continuent. Et il y a que au niveau justement de l'État, ce qui a été dit se traduit en actes, parce que désormais, c'est vrai qu'on a pris un peu plus de retard sur ces chantiers-là, mais c'est visible, c'est palpable aujourd'hui. C'est en cela que je parle d'une certaine cohérence dans l'attitude, dans la posture du gouvernement qui annonce quelque chose et qui met les moyens pour y arriver. Nous constatons justement cette volonté-là de nous envoyer plus vers la professionnalisation. C'est à saluer, c'est encouragé. Et je dis en fait qu'il fallait qu'on en arrive à cela parce que notre société devait être arrimée à notre formation. Il se faisait que, écoutez, on formait beaucoup de personnes, mais qui étaient en déphasage une fois sur le marché de l'emploi. Et donc, la volonté, justement, de cette adéquation à la formation emploi nous amène justement à aller vers plus de professionnalisation, vers l'édification de ces écoles-là. Et moi, je dis que c'est encouragé. Voilà. En parlant des 8 écoles de métiers, on parle de l'école de métier du numérique, école de métier de l'énergie et du développement durable, école métier de l'eau et de l'assainissement, école de métier de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, école de métier de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, école de métier du bâtiment et des travaux publics, école de métier de la mode et du textile. Nicolas Soupétin, est-ce que vous pensez que, ainsi énuméré, ainsi sérié, catégorisé, on aura brassé, en tout cas, une grande partie des métiers possibles et disponibles sur le marché du travail? Non, mais moi, je pense quand même que c'est déjà quand même un début. Et comme le disait M. Bokor tout à l'heure, aller vers cette professionnalisation était une urgence. Et avec ces 8 écoles, dans des domaines dans lesquels vous avez très peu de gens qui sont formés. Quand on parle excusez-moi de raviver un peu une expression, désert de compétences, il n'est pas rare ici qu'on lance des recrutements dans certains domaines qu'on ne retrouve même pas les compétences requises. Et là, en choisissant justement ces domaines, c'est pour combler un vide déjà, et c'est choisir à dessein. C'est des métiers d'avenir dans le numérique,
dans l'énergie renouvelable. Ça concorde bien avec les besoins actuels d'un monde en perpétuelle mutation. Il faille normalement donc sélectionner ces domaines-là pour permettre au Bénin de former des hommes de qualité qui sont bien en phase avec ce changement du monde actuel dans lequel nous sommes, qui a besoin de ces genres de compétences pour son éclosion. Et là, je crois que le gouvernement, comme le disait M. Boko tout à l'heure, est dans la dynamique d'une promesse effectuée. Depuis 2021, le chef de l'État avait annoncé ces grands chantiers lorsqu'il était en campagne présidentielle. Donc je pense que c'est, comme le disait Boko, c'est une cohérence c'est une logique qui est en train d'être suivie. Il ne faille pas annoncer quelque chose et parce qu'on a promis, on se jette à l'eau et il faut mobiliser les moyens. Et ça, c'est ce que le gouvernement a dû faire et pour finalement sortir carrément quelque chose de potable en choisissant donc des domaines précis comme vous venez de le citer, où nous avons besoin de ces techniciens qui peuvent, à la fin de leur formation, si entre-temps une structure les prenait en charge, être bien en accord avec ce qui est demandé, mais aussi entre-temps, lorsque ce ne serait pas possible, par exemple, vous avez cité dans l'école de métier de réparation des engins, des voitures, en tout cas, de ces domaines-là dans lesquels ils peuvent se prendre facilement en charge, contrairement à l'enseignement général aujourd'hui qui est ce que nous avons tout le temps effectué avec le curricula que nous connaissons du programme qui n'est souvent pas en adéquation avec l'emploi sur le terrain, avec les offres d'emploi qui existent. Il va falloir effectivement aller à ce virage-là, ce que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir véritablement pallier à cette situation de compétences, de désert de compétences en temps constaté. Oui, bon, en même temps, vous êtes prof de philosophie, ça veut dire que la philosophie nourrit son homme. Non, ça, non, mais je vous fais une passe. Non, justement, je suis d'accord avec. Mais parce que c'est vrai que c'est juste pour dire qu'il ne faut pas tout balancer à la poubelle. Je suis totalement d'accord parce que, mais on n'est pas sans savoir aujourd'hui que dans nos universités, il y a des filières, par exemple, qui à la fin, on ne sait pas à quel sens se vouer. Bon, je ne vais pas donner je voulais dire que votre filière en fait partie. Bon, on griffe ou on pourrait en faire partie. Non, là, monsieur Xavier. C'est une boutade. J'espère bien que c'est juste une taquinerie. Sinon, là, je crois que si il y a un domaine dans lequel on a plus besoin encore des hommes bien formés aujourd'hui, je crois que c'est aussi dans le domaine de la philosophie. Parce que justement, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Ça, c'est une belle formule. Il nous soit ces écoles de métier vous devront assurer la formation des techniciens supérieurs, des techniciens ouvriers qualifiés, compétents et performants pour les besoins de l'économie béninoise et bien évidemment le bassin de la sous-région. Vous êtes professeur d'allemand, donc l'allemand fait vivre son homme. Bon, c'est vrai que l'enseignement de l'allemand n'est pas directement axé sur la technique, la mécanique. En fait, l'enseignement de l'allemand chez nous au Bénin. Sinon, sous d'autres cieux, il y a l'allemand spécialisé dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'hôtellerie. Et je pense que c'est de ça que nous avons besoin véritablement. Parce que les efforts qui sont en train d'être consentis, en fait, la volonté politique qui soutient cette volonté d'aller surtout vers la promotion des filières techniques, quand ce projet va prendre corps et les objectifs vont commencer par être atteints, je pense que ça va impacter même d'autres filières, filières qu'on voit, des filières d'ordre général. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y aura une certaine spécialisation même dans les matières que nous jugeons un peu des matières relevant d'un aspect général. Et donc, aujourd'hui, si je vois que en ce qui concerne, par exemple, les énergies renouvelables, il y a quand même
de toute façon une influence des opportunités qui se créent là. Même si je fais l'allemand, ça ne m'empêche pas d'aller faire une formation. Oui. D'aller faire une formation dans ce sens-là pour pouvoir convertir mes acquis, mes savoirs dans ce domaine-là et pouvoir l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes un grand technicien, il faut forcément avoir un bagage linguistique bien assis pour véritablement valoriser. Donc, je pense que la dynamique du gouvernement est justement à saluer. Le Bénin aussi est dans un processus de croissance économique. Et qui parle de croissance économique parle aussi de la valorisation de l'enseignement technique. Puisque justement, c'est des piliers qui confortent un peu la société, en ce sens que nous allons assister à l'émergence d'une grande classe de techniciens. Depuis un certain moment, vous voyez qu'il n'y a plus le BTS, il y a la licence aujourd'hui. Le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur. Mais il est aussi constaté qu'il y a un vide entre le CEP, par exemple, et puis les études supérieures. C'est-à-dire que, pourquoi je le dis? C'est-à-dire, l'apprenant passe tout le temps au collège et c'est quand il décroche le bac qu'il décide d'aller faire une filière technique. Il a passé tout le temps peut-être à faire une série A et c'est quand il intègre l'université qu'il décide d'aller faire l'économie. Là, il y a un problème. Et je pense qu'avec ces écoles de métier-là, il aura une spécialisation, une orientation même de ces apprenants-là pour qu'ils soient à même de faire un choix qui leur permettra véritablement de s'en sortir. Oui. Et surtout, on dit surtout que l'enseignement général est pourvoyeur de chômage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des diplômes universitaires d'ordre littéraire ou bien d'ordre général, vous n'attendez que les concours pour pouvoir valoriser. Aujourd'hui, avec les métiers, les 8 écoles qui vont... Les écoles de métier, les 30 lycées, je pense aujourd'hui, les gens pourront être à même de s'auto-employer. Je pense et créer justement et rompre avec l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. Victor Boucault, pour ces écoles de métier, 3 types de diplômes seront préparés. Il s'agit du diplôme de technicien au métier, DTM, équivalent à un baccalauréat professionnel, accessible après la classe de 3e pour un cycle de 3 ans d'études, du diplôme de technicien supérieur au métier, DTSM, équivalent à un bac plus 2, accessible après un DTM ou un baccalauréat général. Et dans les écoles de métier, et peut-être là encore plus important, il sera également possible de recevoir des formations qualifiantes et d'accompagnement modulaire ou de courte durée pour la reconversion ou l'insertion des jeunes et des adultes, notamment sur des compétences spécifiques. Donc, en tout cas, présenté comme ça, on a l'impression que ça a pris en compte toutes les possibilités. Non, moi, il y a une chose qui me plaît de souligner tout de suite. Écoutez, on a 2 professeurs sur le plateau. On a l'allemand et nous avons la philosophie. Écoutez, ce n'est pas que l'enseignement général n'a pas fait ses preuves, mais notre volonté de développement, ce désir-là d'abstention, les réformes actuelles nous obligent à changer de paradigme. Cette volonté-là de permettre aux citoyens d'être au service de la population nous amène à regarder dans nos différents curricula de formation qu'est-ce qui pourrait être modifié. Comment est-ce que les écoles accompagnent dorénavant la population dans la recherche des mots. Écoutez, il y a eu un investissement massif dans ce qu'on peut appeler la fibre optique, que nous en avons 2. Mais si à terme, nous n'avons pas des ingénieurs, des acteurs capables de prendre la relève pour continuer par agir, pour nous aider dans les réparations, dans les ingénieries, nous arriverons à un moment où, écoutez, l'expertise viendra toujours d'ailleurs. Et donc, notre désir de développement va connaître un frein. Alors, je pense que l'option que fait le gouvernement, écoutez, je ne suis pas dans le gouvernement, mais en tant que citoyen qui observe cette volonté-là, justement, des gouvernants, à nous faire sortir de ce qui existait pour nous amener à aspirer quelque chose, aller vers quelque chose de plus beau, de plus intéressant, nous amène à dire, écoutez, en diversifiant les filières de formation, en faisant l'option de la professionnalisation, nous permettons aux populations, en son sein, d'avoir les acteurs qui l'aident à régler ces petits problèmes. Écoutez, quand j'ai un panneau qui tombe en panne,
il faut tout de suite que le technicien puisse être à même de venir me soulager. Quand j'ai un problème de câblage, il faut que j'ai la disponibilité nécessaire. Il ne faudrait pas toujours attendre que cela vienne d'ailleurs. Et donc, c'est une manière pour nous-mêmes de régler les mots que nous avons avec des acteurs qui sont déjà à l'interne pour soutenir justement cette volonté-là de développement. Mieux, quand on sait que nous nous lançons dans un grand programme d'industrialisation, il y a Glodibé qui est là avec tout ce qui est mis en place, nous avons besoin forcément de ce que des acteurs à l'interne puissent avoir les qualifications nécessaires pour accompagner ce désir-là de modernisation, justement, de notre société. Et c'est en cela que je parle de cohérence gouvernementale, en ce sens que les options qui sont faites nous amènent à dire, écoutez, il y a forcément une étude qui a été faite, le besoin il a été identifié, les mots au niveau de la société sont connus, il fallait trouver les solutions. Et je pense en termes de formation, au jour d'aujourd'hui, la formation professionnelle vient régler justement ces problèmes d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Vous avez, je reste avec vous, vous avez évoqué la plateforme de Glodibé à juste titre, et peut-être que c'est l'écueil qui peut faire dérailler la machine, paradoxalement, parce que la question qui se pose, c'est le tissu d'entreprise, le tissu de petites et moyennes entreprises notamment, puisque ce sont les plus nombreux. C'est, oui, on veut de l'adéquation, emploi, formation, emploi. Oui. Encore faut-il que les emplois existent. Encore faut-il que le secteur privé se mette au diapason de cet effort de formation. Et là, on a quelques doutes. Je ne le fais pas dire, monsieur Xavier. Il faut constater simplement qu'il y a cette volonté-là, justement, et pour avoir justement la main-d'œuvre qualifiée. J'ai eu la chance de faire un tour à Glodibé. J'ai vu ce qui s'installe. J'ai vu encore ce qui reste encore à installer. J'ai pu voir le balai qui se fait au niveau de cet espace-là et autres. C'est comme pour dire, c'est un pôle de développement qu'il va falloir accompagner. Mais l'accompagnement se fait de deux manières. L'État avec l'investissement massif qui est fait, mais également les populations qui doivent également aller vers la formation nécessaire pour avoir leur place, justement, dans cet espace-là qui est en train d'être mis en œuvre. Bon, en même temps, tout le monde n'y sera pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entreprises ici. Voilà pourquoi il n'y a pas seulement que l'enseignement technique et professionnel. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de professeur de philosophie. Nous avons besoin également du professeur d'allemand. Nous avons besoin de l'historien, du géographe et autres. C'est pour dire que c'est un ensemble composite. Mais notre désir d'aller vers le développement nous oblige justement à diversifier et donc à faire appel à d'autres curricula de formation. Voilà, je vous pose la même question parce que si on a des techniciens en maintenance de véhicules et autres moyens de déplacement, il faut bien qu'il y ait des garages spécifiques à même de les accueillir, en tout cas des structures assez professionnelles, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille moyenne qui soient capables de recruter, de valoriser et de payer ceux qui seront formés, parce que tous ne peuvent pas aussi se mettre à l'auto-emploi. Je pense quand même que tout est aujourd'hui fait pour que créer une entreprise ne soit pas le calvaire. Créer une entreprise, c'est pas ça le plus difficile. Je suis d'accord. Maintenant, aujourd'hui, les PME ont aussi, il y a tout un programme qui est mis en place pour l'accompagnement des PME, pour les structures financières qui sont là disponibles pour accompagner les opérateurs économiques désireux de créer telle ou telle entreprise dans tel domaine. Oui, mais avec des taux d'intérêt toujours aussi prohibitifs. Là, effectivement, c'est peut-être là que le gouvernement devra aussi travailler à ce que, effectivement, qu'il y ait cet amortissement, en tout cas, au niveau de ces opérateurs économiques, pour favoriser un tant soit peu la création d'entreprises durables, capables d'employer le grand nombre possible de ces techniciens que nous formons, et qui, parce que si effectivement on forme des gens que tous devraient se mettre à l'auto-emploi, je crois qu'il y aura un autre problème qu'on créera. Il va falloir alors que effectivement ces PME puissent exister, créer les conditions favorables à leur existence pour des emplois durables, sécurisés. Et moi, je pense quand même que, vu ce que ce gouvernement est en train déjà de faire,
serait pas bienséant de ne pas reconnaître qu'il y a un effort qui se fait pour pour ne pas reconnaître que la possibilité de créer et d'aider les entreprises à exister dans le temps ne se fera pas. Maintenant, moi, j'ai plutôt une autre inquiétude dans la formation, dans les écoles qui sont en train d'être créées. Est-ce qu'on s'est assuré déjà aussi que qu'en créant les écoles, on a les enseignants qu'il faut, les professeurs qui vont intervenir dans ces écoles, parce que sans formateur, je pense que celui qu'on veut former aura de problèmes. Nicolas Soupétin, vous êtes en retard d'un train, parce que ça fait plus de 2 ans, pratiquement 2 ans que des vagues successives de formateurs sont envoyés dans des écoles spécialisées aller se faire former, en France, en Allemagne, je crois aussi, pour ce je crois que si c'est déjà fait, et ça suit toujours la logique. Ça continue. Heureusement alors, pour que nous puissions nous assurer que quand on crée les écoles, on a des formateurs qui sont mis dans les meilleures conditions d'exercice de leur métier pour que nous puissions nous assurer que on aura une formation de qualité qui se donne dans ces écoles-là pour qu'à la fin de compte, nous puissions avoir les techniciens qu'il faut comme il le faut. Vous pouvez postuler également, je crois. Non, il n'y a pas de Un philosophe. Un philosophe, oui. Mais ceux qui sont envoyés là-bas, ce sont des techniciens, ils ont un cursus. Comme il a dit, il faut toujours de la philosophie, même en mécanique. Bon, il peut se reconvertir, pourquoi pas. Possibilité lui est en fait. Non, la philosophie se trouve dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine. Mais par rapport à sa préoccupation, moi je pense plutôt même qu'il y a des gens qui ont été formés mais qui refusent de venir servir alors que dans le contrat en fait avant le départ, j'aurais appris. Ah d'accord. Eh bien j'aurais appris. Pourquoi apprendre ça avec des pincettes? Ah oui, je prends ça avec pincettes. Mais peut-être que je ne veux pas être alarmiste sur cette question-là. Mais la condition est qu'ils reviennent aussi, pourquoi pas, pour monnayer, distiller leur connaissance technique dans ces 8 écoles de métiers, dans ces 30 lycées qui seront bientôt construits pour le bonheur, en tout cas de la population béninoise et pour le bonheur de notre économie. Parce que M. Boko le disait véritablement, il arrivera à un niveau où on aura véritablement besoin des acteurs pour pouvoir impulser la dynamique qui est en place. Et là où on pourra trouver véritablement ces acteurs-là, c'est à partir de cet ensemble de formations qui vont naître. C'est surtout à partir aussi de notre envie d'accompagner le gouvernement dans cet objectif-là, parce que les parents d'élèves désormais sont concernés dans le choix des filières désormais de leurs enfants. Aujourd'hui, il ne revient plus à dire mon enfant veut être docteur, veut être politicien. Je pense que sur le plan c'est toujours légitime. Oui, c'est légitime, oui, mais il y a une certaine orientation. Il y a une certaine orientation qui est une prise de conscience dans le choix. Et surtout là, peut-être il y aura aussi des acteurs qui vont intervenir dans le circuit pour pouvoir orienter ces apprenants-là dans le choix qu'ils feront. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils optent pour le choix de la formation technique, je pense qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il y a des mots qui ont été identifiés, il y a des problèmes qui ont été identifiés. L'objectif du gouvernement, eh bien, c'est de trouver solution à ces mots-là à travers la formation, à travers la construction et puis la formation des cadres de demain. Bon, en même temps, quand on voit les bâtiments prévus, les maquettes, ça donne envie d'aller faire de la formation continue. Bon, on verra bien, peut-être que ça décidera certains parents aussi quand ils verront l'environnement de lorsque formation ça va et prendre, les je pense qu'ils n'auront pas le choix que d'accompagner. Voilà, pour finir sur cette question, il y a la possibilité des passerelles qui sont offertes tout au long du cursus entre le CEP et le bac pour permettre aux apprenants à divers niveaux de s'insérer en formation initiale ou en formation continue. Donc en réalité, c'est ce qu'on appelle la formation duale. En tout cas, il y a des passerelles à l'allemande ou à la suisse allemande ou même à la française avec les écoles des centres de formation au métier. Ça donne une flexibilité aux apprenants qui peuvent à tout moment essayer de s'insérer en choisissant telle ou telle autre filière. Oui, le système n'est pas rigide. Moi, je pense que à terme, c'est de donner cette possibilité-là à tout acteur
à un moment donné de son cursus, de bien vouloir se perfectionner dans une dynamique donnée. Au-delà même de l'aspect des élèves, nous avons la possibilité justement de perfectionner, de renforcement des capacités pour les justement adultes. des adultes. C'est en cela qu'il faut saluer justement cette dynamique-là. Voilà, nous allons évoluer, oui. Ouais, juste par rapport à la question, comme vous avez dit, le système à l'allemande, effectivement, les Allemands ont une longue tradition dans ce domaine-là, mais c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle Gesamtschule, au fait, les écoles globales, où dans l'école, vous avez le lycée, vous avez le collège, et il y a possibilité qui est donnée à l'apprenant de passer au lycée, au collège, ou de collège au lycée. Donc aujourd'hui, maintenant, il se fait qu'il y a des gens qui s'engagent dans des enseignements d'ordre général, mais ils ont des difficultés à la longue et ils ont envie peut-être de rebrousser chemin et le système ne les permet pas. Je pense qu'avec avec cette passerelle-là, possibilité leur sera accordée justement de débrancher comme on a l'habitude de le dire. Et comment vous avez appelé l'école globale? C'est Gesamtschule. Oui, bon, c'était Gesamtschule, c'est qu'il y a possibilité de passer de... on avait compris, mais voilà, c'était le mot, lycée, voilà, c'est ça. Voilà. Merci pour ce cours rapide allemand. Gesamtschule. Voilà. Nous allons évoluer très rapidement. Il y a quelques jours, une plateforme d'enregistrement de déclaration du personnel de maison a été lancée. On en a déjà parlé sur ce plateau il y a quelques semaines. Nicolas Soukouetin, une étape de plus vers la formalisation de ces personnes qui, pour le moment, vivent une bonne partie de leur carrière dans l'informel. Aujourd'hui, de chez vous, vous pouvez, disons, déclarer votre domestique et lui attribuer un statut. Non, mais ça fait partie donc des réformes de l'État désormais, et l'obligation est faite en temps normal à tous les employés de maison de déclarer, les employeurs de maison, de déclarer. Bon, les employeurs, il n'y a pas d'employeurs de maison. Il y a des personnels de maison. Les domestiques, c'est généralement l'expression pour les jardiniers. Alors, donc, moi, je pense que c'est important d'en arriver là, parce que c'est des gens qui travaillaient sans aucune sécurité de la part de leurs employeurs, et une fois déclarés, je pense qu'ils vont bénéficier donc de nombreux services, de nombreuses prestations de la CNSS, la sécurité sociale, sur le plan sanitaire, tout ça. Moi, je pense que il fallait en arriver là, parce que c'est des gens qui parfois sont clochardisés chez des gens et qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, parce que justement quand vous déclarez quelqu'un, cela suppose que vous lui payez le SMIC, le minimum. Je pense que c'est dans cette direction que chacun devrait se mettre, à savoir que celui que vous embauchez chez vous et qui fait un travail, qui fait une prestation donnée, mérite quand même le minimum pour sa survie. Et ça, je crois que l'État, en pensant à ces travailleurs de nos maisons, fait bien de jouer son rôle de garant de la sécurité sociale, de la sécurité sanitaire de tout un chacun de nous. Il appartient justement à ceux qui emploient ces citoyens chez eux, de savoir que pour aller au développement, on a besoin que chacun puisse, dans son domaine, s'épanouir, au fait. C'est de ça qu'il est question. Et surtout qu'on est en train d'aller à la dématérialisation, et que depuis chez vous, vous n'avez pas besoin donc de faire des tracasseries avant de faire cette déclaration. C'est encore davantage mieux. Et là, on ne trouvera pas de raison valable pour ne pas, en tout cas, faire ce qu'on doit faire pour que ces employés de maison soient véritablement des gens bien, qui assurent un travail décent. Voilà. Bon, il dit qu'on ne trouvera pas de raison assez valable, mais bon, beaucoup trouveront des raisons valables pour ne pas le faire, parce que l'écueil, en tout cas ce qui pose problème véritablement, je pense que tout le monde est d'accord sur le principe. Tout le monde est d'accord, même les plus réfractaires sont d'accord. Après, oui, bon, quand vous déclarez, c'est un coût. C'est vrai que quand vous demandez un service, vous devez être à même de payer ce service. Comment est-ce que vous pensez que les gens joueront le jeu?
Non, d'abord, il faut appréhender la mesure comme étant une volonté de reconnaissance de cette contribution-là que cette couche apporte. C'est aussi un désir de sécurisation. De justice sociale. Ouais. Et de justice sociale, surtout. Écoutez, il y a des acteurs qui passent des décennies, qui font même 20, 30 ans dans cette tâche-là. Le moment vient où ces acteurs sont fatigués et doivent pouvoir se reposer. Mais malheureusement, une fois que vous n'êtes plus en fonction, vous avez du mal à avoir les ressources nécessaires pour assurer votre lendemain. Et donc, c'est une justice sociale que l'État veut régler. Écoutez, vous gardez quelqu'un avec vous qui vous accompagne, fût-il jardinier, cuisinier, permettez à ce dernier-là de vivre des lendemains meilleurs une fois que cette personne-là part de chez vous, des années après. Je crois que c'est là d'abord la question fondamentale. Comment est-ce que nous rétribuons ceux qui nous accompagnent justement dans nos différentes fonctions, dans nos différentes obligations? Comment est-ce que l'État assure justement la sécurité à ces derniers-là? Et donc, quand on en vient à faire l'obligation justement dans les ménages, aller vers la déclaration de ces acteurs-là, c'est envoyer ces différents employeurs à reconnaître justement le mérite de ceux qui les accompagnent. Et c'est le rôle de l'État justement d'accorder la sécurité à tout l'ensemble de la population. Ceci dit, je pense qu'il va falloir accentuer la sensibilisation sur la question. Écoutez, s'il nous est facile au niveau du privé et même du public d'accompagner les fonctionnaires, tout ça avec les caisses de sécurité, il faut trouver le mécanisme pour que ceux qui sont les gagne-petits, comme l'aime si bien dit le chef de l'État, que ces gagne-petits-là puissent avoir justement... Gagne-petit, c'est relatif. Oui, ben, il y a des gagne-petits qui vont avec 100, 250 000 francs. Mais non, mais en fait, ça dépend vraiment relatif. Ça dépend de là où on se place. Là où non, mais je dis, il faut saluer cela et puis il faut encourager justement les ménages à accompagner comme il se doit cette catégorie. Oui, je pense. Vous êtes dans cette catégorie de... Non, je suis pas un gagne-petit. Non, je suis pas un gagne-petit. Mais on peut dire que je suis gagne-petit, ça dépend de mon salaire. Parce que celui qui est gagne-petit, qui a 300 000, c'est pas l'équivalent de quelqu'un qui a un salaire à 6 chiffres ou bien peut-être à 5 chiffres. Oui. Et donc, je pense que l'initiative est louable et puis les grands pas ont été déjà même posés, même à travers la loi de finances 2023. Et puis le gouvernement a décidé même d'exonérer en fait ceux qui vont déclarer, les employeurs qui vont déclarer, et puis le personnel domestique d'un certain nombre de charges patronales. Et le gouvernement a misé, je pense, plus d'1 milliard pour pouvoir compenser cela. Je pense que à travers la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, il a eu à mettre l'accent sur le fait que le droit de travail est un droit éminemment social et que l'objectif du gouvernement, c'est de veiller à ce qu'il y ait une certaine justice sociale et une bonne répartition des revenus. C'est vrai qu'on apprend de par le passé. Mon papa a travaillé chez telle personne, a travaillé dans telle entreprise, mais aujourd'hui, mon papa ne bénéficie pas de pension, de pension de retraite. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces mesures qui sont en train d'être prises et surtout les sanctions que le gouvernement annonce déjà jusqu'au 31 décembre, qui est derrière le deadline en fait, pour procéder à cette déclaration-là. Je pense que c'est très juste. Et surtout, il y a aussi des statistiques, des chiffres alarmants qui prouvent à foison que le gouvernement doit véritablement prendre les taureaux par les cornes. Par exemple, sur 100 travailleurs domestiques, il y a 96% qui ont un salaire inférieur au SMIC. Il y a 99% qui ont des contrats de travail tout simplement verbaux et 69% ont un salaire, n'ont pas de couverture sociale. Donc c'est autant de chiffres qui amènent le gouvernement à véritablement taper du poing de la table, taper du poing sur la table et amener justement les employeurs à faire cette déclaration-là. Et donc je pense en principe que
en fait, l'exonération des charges patronales est quand même une mesure incitative à la formalisation du travail domestique et surtout aux employeurs ou les patrons de déclarer le personnel domestique et surtout que ce personnel domestique aussi va aussi bénéficier d'un certain nombre d'avantages en termes d'électricité et puis bien d'autres. Oui, justement, Voilà. c'est la nouveauté, la spécificité de Et ce régime, c'est que l'employeur peut compter dans la rémunération tous les services qu'il apporte à l'employé en termes de logement, de nourriture, Et même de l'hébergement, manger, voilà. oui, de logement, de l'hébergement, logement, ainsi de suite. Après, comment évaluer cela? Bon, je sais qu'il y a un taux. Il y a un taux plancher, je crois que ça ne doit pas excéder 60% ou 50% du salaire total, sinon, bon, sous les dégâts, Nicolas Soukouetin aura beau jeu de dire que voilà, sur un salaire de 50 000, je lui ai apporté 60 000 francs, des charges en des hébergement. suppléments de 60 000 en hébergement, et puis ça sera réglé. Moi, je pense quand même que désormais déclarer les agents travailleurs dans les maisons, ce n'est pas seulement avantageux pour le travailleur, pour l'employé. Et vous voyez, quand vous avez un cuisinier qui a un bon traitement, je pense quand même que... Il ne sera pas tenté de vous empoisonner. Non, mais même de voler, même les vivres. Voilà, non, de toute façon, il a en tout cas un certain nombre d'aisances qui lui permettent d'innover chez vous et de vous mettre plus à l'aise. Moi, je pense quand même D'innover. On ne lui demande demande pas d'innover. L'art culinaire, je te dis ça. Oui, mais on ne lui demande pas d'innover. De faire juste Ça va créer la seule émulation. Celui qui vient travailler chez vous et que de par ce que vous lui payez, de par sa condition de travail, se sent à l'aise, je crois que en venant chez vous, il sait qu'il vient faire un travail et il le fait bien. Dans le Donc ce n'est pas seulement pour le bien du travailleur, c'est d'abord pour le bien aussi de celui qui emploie quelqu'un, du patron. Et donc on doit se mettre dans cette dynamique. Et comme le disait M. Bocco, je pense que la sensibilisation surtout va nous aider à convaincre les plus réticents, les plus récalcitrants à faire ce qu'il faut pour que ces gens-là, qui aussi sont des citoyens et qui méritent un mieux-être et un bien-être dans la société, je pense que c'est à ça que pense le gouvernement en demandant à chacun de nous d'aller à cela. Et ça, c'est important dans une société, je pense. Merci Nicolas Soukouetin. Bon, oui. Non, la question est que si l'employeur domestique sent qu'il y a une volonté... L'employeur. Je dis l'employé, Ok. au fait, le personnel De domestique, maison, oui. voilà, ou agent de maison. Oui. Si l'agent de maison voit qu'il y a une volonté manifeste de l'employeur, en fait, de son patron de ne pas le déclarer, quelle pourrait être véritablement la procédure pour ce dernier? Parce qu'il a d'un côté peur de perdre son emploi et il y a peut-être d'autres représailles qui peuvent... Et surtout qu'on comprend un peu comment ces gens-là sont recrutés. C'est peut-être une connaissance qui m'a positionné, je n'ai pas envie Bon, de... aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui font le travail. Oui, Et mais d'ONG. traditionnellement parlant, de façon classique, c'était comme ça. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a des structures qui naissent et qui s'occupent véritablement du placement de ces gens-là. Donc c'est la procédure qu'il faille mettre en place pour sécuriser. Non, moi je pense qu'en termes de procédure, les gens peuvent aller au niveau de la main courante s'il y a l'administration qui est là où on pourra aller se plaindre. Non, je veux revenir en fait sur le fait même de déclarer justement ces employés. Et écoutez, quand on a fixé le SMIC à un niveau donné, il faut bien trouver les moyens d'amener les différents acteurs à appliquer justement la mesure. Il n'est pas normal, alors que dans un pays où on fixe le SMIC, même s'il est vrai que le salaire, c'est d'accord parti qu'on arrive à le retenir, il va falloir faire une petite obligation aux différents acteurs d'aller vers le minimum exigible, qui est le SMIC. Alors, déclarer ne peut se faire en deçà du SMIC. C'est d'abord une volonté d'accompagner justement ces gains petits. Même si les deux parties s'entendent. Et non, même si les deux parties s'entendaient, il n'est pas évident qu'on puisse descendre en bas du SMIC. Non, ce n'est pas possible. Il y a un minimum qui est exigé. Moi, je C'est en cela que cela aura un impact sur la vie justement
de ceux qui sont dans ces catégories d'emploi-là. Voilà pourquoi je dis il faut accentuer la communication, accentuer la sensibilisation pour que notre société en arrive à accepter le fait que nous avons l'obligation d'accompagner tout le monde. Pour que écoutez, la population, la communauté elle-même se sente à l'aise. C'est en fait une manière de redistribuer, comme M. Doigt, la richesse nationale. Il n'y a pas autre appellation que du social qui se fait là. Nous avons l'obligation, justement, de garder un certain nombre de standards. Nous sommes tous acteurs de ce social qu'on Effectivement, réclame. avec la mesure, nous sommes tous acteurs du social. Il faut véritablement accompagner. Et le gouvernement a atteint les objectifs avec la déclaration de cette catégorie d'employés. Voilà, merci beaucoup. Merci Victor Bokor. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert électoral. Oui, ça c'est pratique et technique. C'est plus pratique et technique. Voilà. Nicolas Soukoutin, journaliste et enseignant de philosophie. Il nous a démontré que c'est tout aussi technique que l'importance de la philosophie d'ailleurs. Le prof d'allemand nous a offert. En tout cas, on repart avec cette appellation-là. Si vous vous rappelez. Et c'est Gesamtschule. L'école globale. L'école globale, bien sûr. Voilà, on sort de ces échanges au moins avec ça. Ça fait plaisir. Et voilà. Vous êtes professeur enseignant d'allemand et journaliste sportif. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour... ça se discute de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct. Retrouvez quelques extraits sur notre compte X Télé et Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à lundi pour d'autres développements.